sommes en direct du Château Forme Georges V. Vous êtes très nombreux à distance et nombreux ici dans cette salle. Je félicite encore Cofidis. On aura l'occasion tout à l'heure de vous dévoiler les résultats de notre 8e baromètre de la symétrie des attentions avec quelques dimensions, dont une nouvelle dimension sur lesquelles Cofidis a excellé, vous l'avez compris, puisqu'ils ont obtenu ce label. Donc nous allons passer maintenant à notre première grande séquence de témoignages avec une entreprise que vous connaissez, une entreprise qui m'est chère. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de l'écrire dans la 3e édition du manifeste de la symétrie des attentions qui sort aujourd'hui. Les chanceux et chanceuses qui sont dans la salle ont pu en avoir un exemplaire et pour les autres, vous pourrez très bientôt le commander. Alors Jean-Jacques, je me tourne vers toi pour l'annonce de notre premier intervenant de cette keynote. Je vous invite toujours, n'oubliez pas, à poser vos questions en appuyant sur le bouton Q&R de votre application Zoom, soit dans la salle, soit à distance. Et je vous retrouve dans 20 minutes. Dans 20 minutes, je reprendrai vos questions et puis je les poserai à notre invité et à Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est à toi. Merci beaucoup Thierry. Ancien élève de l'ENA, Pascal Demurger quitte la direction du budget au ministère de l'économie et des finances pour rejoindre la Maïf en 2002. Il évolue à différents postes avant de prendre la direction du groupe en 2009. Élu président du groupement des entreprises mutuelles d'assurance en 2014, il œuvre par ailleurs à la construction de la Fédération française de l'assurance, dont il est vice-président de sa création en 2016 jusqu'en juillet 2019. Il est également le premier président de l'Association des assureurs mutualistes, fondée la même année. C'est donc un dirigeant mutualiste engagé. Et ce dirigeant engagé, il estime que l'entreprise doit assumer ses responsabilités au-delà d'elle-même et veiller à son impact sur son environnement. Il publie en juin 2019 aux éditions de l'Aube « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus », dans lequel il partage cette conviction et son expérience dans la construction d'un modèle d'entreprise original depuis 10 ans à la Maïf. J'appelle sur scène Pascal Demurger et je vous remercie de l'applaudir. Merci Jean-Jacques. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Jacques. La Maïf est très connue, mais je pense que néanmoins la décrire en quelques mots peut être intéressant pour démarrer ce dialogue. Oui, alors effectivement, Maïf est très connue. Maïf, c'est une très belle boîte. C'est une très très belle entreprise qui est une vieille entreprise déjà. Elle a été créée en 1934. On est dans le monde des assurances, vous le savez. En gros, en termes de taille, Maïf, c'est un peu plus de 8000 salariés, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire à peu près 10% du marché de l'assurance du particulier en France. Voilà, que vous dire d'autre, si ce n'est effectivement que c'est une belle entreprise, une entreprise très engagée, une entreprise qui est devenue société à mission. Je ne sais pas si on en reparlera, mais on peut sans doute, oui, vu le thème de la matinée, assez rapidement après la publication de la loi. Voilà, en quelques mots, ce qu'est Maïf. Ok. Moi, j'avais envie de... Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à connaître la Maïf, c'est au départ, il y avait cet ADN militant. Et de l'ADN militant à l'entreprise à mission, quel chemin pour une mutation réussie? Parce qu'il fallait muter, mais aussi garder l'ADN. Donc, comment vous voyez ça? Quelle est votre vision de cette mutation? C'est intéressant d'ailleurs, parce que ce n'est pas le même chemin que celui qu'une entreprise traditionnelle va faire en réalité. Une entreprise traditionnelle, on voit bien le chemin assez classique à opérer. Au début, c'est business as usual, et puis progressivement, les dirigeants prennent conscience qu'il y a peut-être d'autres manières de faire, peut-être un autre modèle économique à construire, peut-être d'ailleurs tout simplement à placer l'engagement de l'entreprise au service de sa performance, parce que c'est bien ça le sujet aussi. In fine. L'engagement, ça compte énormément, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais évidemment, on est responsable d'entreprise dont il s'agit de faire en sorte qu'elle soit performante. C'est pas ce chemin-là, nous, que l'on a eu à faire. La Maïf, c'est une entreprise qui, de manière native, en 1934, d'une certaine manière, était déjà engagée. La Maïf a été créée en 1934 par une bande d'instituteurs à l'époque, un peu en rupture avec le monde de l'assurance de l'époque. Donc déjà sur la base, en quelque sorte, d'un combat.
ce qu'il fallait faire chez nous, c'est plusieurs choses. D'abord, à la fois transformer et moderniser ce combat et cet engagement. On était quand même à la Maïf sur, comment dire, une modalité d'engagement qui était très XXe siècle, hein, qui était très politique, mais pas nécessairement au bon sens du terme, c'est-à-dire au sens partisan, avec une connotation idéologique peut-être un petit peu forte, là où le sujet du XXIe siècle, c'est d'agir. Ça n'est pas de militer au sens partisan ou idéologique du terme, mais c'est bien militer par l'action, c'est bien faire avancer les choses concrètement, parce que le niveau d'urgence devant lequel on est ne nous permet plus de ne pas agir. Ça, c'est la première chose. Et puis, la seconde chose, et ça, c'est... moi, c'est un truc que j'ai découvert quand je suis arrivé à la Maïf. Je vais vous raconter... pardon, je n'avais pas prévu de le faire, mais c'est pas grave. Quand je suis arrivé à la Maïf, vous l'avez rappelé, hein, il y a déjà longtemps, c'était en 2002. Et moi, il y a deux choses qui m'ont surprise en arrivant. La première chose, je sortais de la fonction publique du ministère des Finances, c'était ma première expérience dans le privé. Et pour moi, j'allais dans une entreprise. Enfin, je ne connaissais pas spécialement la Maïf, je ne connaissais pas le monde mutualiste. Pour moi, une entreprise, c'est une entreprise et c'est là pour... ma conception de l'époque, c'est qu'une entreprise, c'est là pour faire de la croissance, être rentable, être profitable. Et puis à la Maïf, dans les réunions en interne, les réunions de direction générale au sein du conseil d'administration, mais aussi dans les réunions de tous les jours, les réunions de travail, il y avait un truc très bizarre, c'est qu'il y avait toujours des gens pour dire ah ouais, mais ça, est-ce que c'est bien éthique? Et il y avait toujours comme ça la voix de l'éthique en quelque sorte qui s'élevait, et systématiquement il y avait des gens pour dire ouais, là, je sais pas, ce nouveau système de tarification par exemple, est-ce qu'il est vraiment éthique? Est-ce qu'on n'a pas vocation à mettre plus de solidarité dans notre tarification? Par exemple, en faisant payer moins cher les petits véhicules et un peu plus cher les grosses cylindrées. Et puis en face, il y avait toujours évidemment des partisans du business qui étaient là. Oui, non, mais alors là, on va sortir du marché sur les grosses cylindrées, c'est terrible, c'est là qu'est le marché, c'est là qu'est la croissance, etc. On ne peut pas se permettre de prendre ce risque, donc il faut tarifer, il faut mieux segmenter, etc. Et donc la première surprise, ça a été de voir que ces sujets d'éthique étaient convoqués de manière systématique, ce qui pour moi, alors franchement, dans mon état d'esprit de l'époque, était quelque chose d'assez étonnant. Et puis, mais ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et c'est là que je reviens sur l'évolution, j'ai compris au fil du temps qu'il y avait un problème en réalité. Il y avait un problème parce que ces sujets d'éthique, ils étaient toujours vécus en opposition avec le business. Et toujours en contradiction, dans l'exemple que je viens de citer, on voit bien la contradiction. Ceux qui sont pour plus de solidarité, ils veulent faire payer moins cher les petites cylindrées. Ceux qui sont pour le business, ils veulent faire payer plus cher les petits cylindrés et moins cher les grosses cylindrées. Et il y avait toujours cette opposition. Et d'une opposition ne peut naître qu'un compromis. Un compromis, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on est à 50-50 ou on est à 80-20, peu importe. Mais on n'est pas complètement éthique, on n'est pas complètement efficace, pas complètement performant. Et ce qu'il a fallu craquer, et ça je crois que c'est important, et ça a été important pour mon entreprise, ça l'est pour n'importe quelle entreprise. Ce qu'il faut craquer, c'est comment je fais en sorte que l'engagement de l'entreprise, que ce soit à l'égard de ses salariés, que ce soit à l'égard de ses clients, ou que ce soit à l'égard du vaste monde, comment je fais en sorte que l'engagement de l'entreprise nourrisse la performance de long terme de l'entreprise. Et ça, c'est complètement possible. Pardon, j'ai été un peu long sur... Non, mais c'était très, très intéressant. Et je trouve que ça montre bien, et ce qu'on voit avec beaucoup de nos clients, c'est qu'il y a souvent, dans ces évolutions, même si des entreprises qui vont vers plus de culture client, plus de culture de service, une réconciliation de choses qu'avant, elles opposaient. C'est le point essentiel. Vous parlez de symétrie, moi je parle souvent d'alignement. Et d'ailleurs... ce que vous avez inventé en réalité il y a déjà pas mal d'années, la symétrie des attentions, c'est-à-dire cette symétrie entre la culture client et la qualité de la culture interne et la qualité de la relation client,
Aujourd'hui, ça devient quelque chose en réalité de circulaire et de plus large. Il faut intégrer la question de l'engagement pour l'environnement, l'engagement social, l'engagement écologique de l'entreprise, parce que ça nourrit aussi à la fois la culture interne. C'est extraordinaire ce que l'on peut faire en interne, la manière dont on peut créer une dynamique en interne formidable autour des engagements de l'entreprise. Et puis, bien sûr, ça nourrit, mais alors complètement, l'image de la marque et la qualité de la relation client. C'est devenu, si je puis me permettre, un couple à trois, cette histoire. Oui. Hein, ça n'est plus seulement entre le salarié et le client. Non, bien évidemment. Vous parlez des engagements. Est-ce que vous pouvez, dans le cadre de l'entreprise à mission, nous citer quelques engagements emblématiques que vous avez définis quand vous avez déposé, quand vous avez pris ce statut? Alors, je crois que c'est important, et c'est là qu'on a réellement de l'impact. Autrement, ça reste de la littérature. Ce qui est important, c'est que les engagements soient au cœur du métier. À l'époque de la RSE, époque qui commence à être révolue, même si elle est loin de l'être, souvent la RSE était considérée comme les bonnes œuvres que je fais à côté. Je conduis mon business comme d'habitude. Et puis, je consacre une partie des résultats que je dégage à faire des choses plutôt sympas d'ailleurs, et parfois même vraiment très bien. Sauf que c'est complètement marginal. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est comment je conduis les opérations dans mon entreprise. Le sujet, c'est est-ce que je me débrouille pour avoir la même activité, mais de manière moins polluante? Est-ce que je me débrouille pour avoir une politique sociale qui permette une plus grande cohésion, qui permette une plus grande égalité des chances? Le sujet, c'est comment je traite mes collaborateurs en interne, etc., etc. Donc le sujet, c'est vraiment comment j'intègre les engagements dans chacune des activités de l'entreprise. Nous, on est assureur. Assureur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, on fait face à des centaines de milliers d'accidents de voiture, par exemple, pour lesquels il va falloir réparer. On voit bien que la manière dont on prend en charge cette réparation a un impact environnemental évident. Si je cherche à réparer des pièces de carrosserie plutôt qu'à les remplacer, ou s'il faut les remplacer, à les remplacer par des pièces d'occasion plutôt que par des pièces neuves, j'ai un impact environnemental qui est radicalement différent. Un assureur, c'est aussi un investisseur. On collecte de l'épargne de nos sociétaires, on fait de l'assurance vie. Les quelques dizaines de milliards d'euros ainsi collectés, on va évidemment les placer sur les marchés. Évidemment, selon la manière dont un assureur, mais aussi une banque, mais aussi une société de gestion, un investisseur d'une manière générale, va placer cet argent sur les marchés, a un impact gigantesque sur la transition économique. Selon les entreprises que je décide de financer ou de ne pas financer en fonction de leur comportement, par exemple sur le plan environnemental, je vais avoir un impact en réalité gigantesque sur la transition économique, etc. On pourrait évidemment multiplier les exemples. La personne de Cofidis, de tout à l'heure, expliquait le comportement de Cofidis pendant la crise. C'est un bon exemple d'ailleurs, à la fois des choses que l'on peut faire et des conséquences que ça entraîne. Nous, pendant la crise, au moment du premier confinement, on a eu un raisonnement relativement simple, mais finalement assez robuste, consistant à dire deux choses. D'abord, il est hors de question de tirer profit de la crise sanitaire. Il y a des gens qui souffrent, il y a des entreprises qui souffrent, il y a des secteurs économiques entiers qui souffrent. On ne va évidemment pas profiter de cette situation pour nous enrichir et tirer un quelconque bénéfice. D'autant plus d'ailleurs qu'on est assureur. Le rôle social d'un assureur, c'est quoi? C'est précisément d'être présent quand il y a un coup dur. Vous avez un accident, vous avez une inondation, ou il y a un coup dur collectif, une tempête, ou que sais-je. Le rôle social de l'assureur, c'est de faire en sorte que les conséquences de ces coups durs soient les plus minimes possibles. Ces coups durs, ça peut être une crise sanitaire. Donc il ne s'agit évidemment pas, on serait à contre-emploi, il ne s'agit évidemment pas de s'enrichir. Premier confinement, les gens bloqués chez eux, ça veut dire quoi? Aucune voiture sur les routes. Aucune voiture sur les routes, ça veut dire quoi? Aucun accident. Et donc, la prime d'assurance que chacun paye pour sa voiture, elle reste chez l'assureur s'il n'y a plus d'accident à rembourser. Bien sûr, le réflexe qu'on a eu, c'est de rembourser les 3,5 millions de clients
de la Maïf de leur prime d'assurance correspondant à la période du confinement. Ça provoque quoi, un truc comme ça? Alors d'abord, ça coûte un bras. 100 millions d'euros pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire globalement notre résultat annuel. C'était 127 millions en 2019, 127 aussi d'ailleurs en 2018. Donc vous voyez, c'est quand même un sujet qui n'est pas complètement négligeable. Et puis ça provoque deux choses. D'abord en interne, une espèce de fierté et de dynamique collective qui sont juste impressionnants. Moi j'ai reçu en 2020, notamment à la fin du confinement, un truc qui n'arrive jamais à la Maïf, qui n'arrive jamais dans aucune boîte. J'ai reçu des centaines de mails de collaborateurs, spontanément, qui m'écrivaient en disant « Waouh, mais quelle fierté de bosser à la Maïf! Mais qu'est-ce qu'on est content d'appartenir à cette entreprise !» Vous imaginez écrire à votre patron que vous êtes fier de bosser. Personne ne fait jamais ça dans la vraie vie. Là, ça a été un truc spontané absolument incroyable. Et puis, depuis, et ce n'était pas l'objet de cette mesure, mais ça en a été l'effet, depuis la fin du confinement, mai 2020, on a une croissance comme ça. À la fois une capacité d'attraction de la marque qui a été profondément renforcée, renouvelée, et une capacité également de fidélisation de nos sociétaires qui déjà est très élevée et qui a été encore renforcée. Ça veut dire des choses. Et c'est bien l'espèce de cercle que l'on évoquait tout à l'heure. Oui, ce que je fais en termes d'engagement, pour peu que ce soit sincère, pour peu que ce ne soit pas bullshit, que ce ne soit pas simplement du greenwashing ou que sais-je. Mais si c'est effectivement sincère, si je fais des choses à la fois utiles et que je les fais de manière sincère, bah oui, ça a un impact. Ça a un impact sur les collaborateurs en interne, ça a un impact sur les clients. Et tout ça est circulaire. Et la fierté des collaborateurs, ça fait la qualité de la relation client. Mais ça, vous le savez mieux que quiconque. Justement, quand on vous interroge sur les conditions du succès, vous venez de le faire, vous parlez souvent de sincérité, mais vous parlez aussi de radicalité. Oui, ça m'est arrivé, ouais. Oui. Vous pouvez développer un peu ce concept de radicalité? Oui, bah, la première fois que j'ai utilisé ce mot, j'étais moi-même assez surpris, à vrai dire, parce que j'ai un caractère qui m'éloigne totalement de tout ce qui est radical. Mais oui, je crois qu'il faut, à un moment donné, une forme de radicalité, dans la mesure où ces sujets d'engagement, si à la fois on veut qu'ils aient un impact sur le but recherché, en matière environnementale, en matière sociale, en matière d'égalité des chances, en matière de cohésion, peu importe, si on veut que son action ait vraiment un impact. Et si par ailleurs, on veut que son action génère, comme on l'a dit, plus une dynamique au sein du corps social de quelle entreprise, alors il faut faire les choses à fond. Il ne faut pas les faire à moitié. Si on les fait de manière mesurée, si on les fait en se disant oui, mais alors ça va me coûter tant, est-ce que ça va me rapporter autant, si ça devient un investissement où on cherche un ROI, etc. Mais c'est même pas la peine de commencer. C'est même pas la peine. Il faut y aller. Et il faut y aller avec sincérité et il faut y aller carrément, oui, avec une forme de radicalité. Je pense que le succès, d'une manière générale quand même, de ce qu'on entreprend dans la vie, mais en particulier sur ces sujets d'engagement, ça ne fonctionne que oui, si on y va à fond, bien sûr. Mais ça rejoint bien d'ailleurs le concept des entreprises à mission, puisqu'il dit entreprise à mission dit engagement. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement tenu s'il n'y a pas cette radicalité dont vous parlez. En fait, on ne peut pas le faire à moitié. Oui, et il y a une autre dimension d'ailleurs dans l'entreprise à mission. Dans l'entreprise à mission, ça veut dire effectivement engagement. Je gratte dans mes statuts des engagements précis, j'ai une raison d'être, magnifique comme la vôtre, etc. Mais ça veut dire aussi communication et transparence. Ça veut dire que j'affiche tout ça. Et si j'affiche tout ça, ça veut dire que je brûle mes vaisseaux. C'est irréversible. Ouais. Je ne sais pas si vous en aviez conscience, Jean-Jacques, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est trop tard. On n'imagine pas une boîte, on n'imagine pas la Maïf dire dans 5 ans, oups, on s'est trompé, on n'est plus entreprise à mission, on ne veut plus être entreprise à mission. Je pense que ça ne va pas le faire en termes de communication. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a un côté irréversible. C'est aussi d'ailleurs peut-être une dimension de cette radicalité, c'est le fait que l'on s'engage et on s'engage sans machine arrière, sans marche arrière possible. Ouais. Mais cet engagement, d'ailleurs, sans marche arrière possible, c'est souvent quelque chose, nous, quand on accompagne des entreprises sur ce chemin d'une amélioration des expériences,
C'est souvent une grande demande de l'ensemble des collaborateurs qu'on fait participer à ces chemins, de dire, mais est-ce que cette fois-ci, on va vraiment le faire et est-ce qu'on ne fera pas marche arrière? On entend très très souvent ça corrobore bien ce que vous dites. Moi, ça me rappelle, ce que vous me dites là me rappelle quelque chose d'assez... un truc qu'on a vécu à la Maïf il y a 6 ans. Il y a 6 ans, et c'est par là que l'on a commencé la transformation profonde de l'entreprise. On a décidé, ça peut paraître bizarre, mais décidé de changer complètement les relations managériales et d'une manière générale les relations au sein de l'entreprise. Et de passer d'un management qui était classique, pas spécialement dur, mais qui était classique, qui reposait sur l'autorité, je donne des ordres, j'en contrôle l'exécution, j'en sanctionne le résultat, à ce qu'on appelle chez nous, peu importe le terme, un management par la confiance. J'essaie de donner du sens, de partager avec chacun des collaborateurs le sens de son action. Quelle est sa contribution à une mission plus large. Je base mon management sur la confiance, c'est-à-dire que je délègue, je responsabilise, et chacun a un champ d'action extrêmement large. Et puis j'essaye dans l'entreprise de créer un mode de relation qui repose beaucoup plus sur une forme de bienveillance, sur une attention portée à l'autre, plutôt que sur une compétition systématique entre chacun. Bref, on a fait ça en 2015, et donc grande révolution quand même, dans une entreprise de 8000 salariés, c'est pas complètement neutre. Et c'est là que je voulais en venir, ça rejoint votre remarque. À partir de ce jour-là, la question m'a sans cesse été posée de savoir si je restais dans l'entreprise. Et pourquoi elle était posée? Pas pour, c'est pas particulièrement parce qu'ils voulaient que je reste, mais le sujet c'est quoi? C'est est-ce que ces changements profonds, culturels, sont des changements qui sont durables? Est-ce que c'est simplement une espèce de lubie, un truc de la direction, mais dans 3 ans, enfin, de toute façon, on a l'habitude, ça va leur passer. Ou est-ce que c'est vraiment une volonté ancrée, définitive, pérenne? Et ça change complètement tout dans l'esprit des gens. Et ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas cette conviction qu'en effet, c'est irréversible. Justement, puisque vous avez été un des premiers entrepreneurs à mettre votre entreprise sur ce chemin des entreprises à mission, sur tout ce que ça représente, dans la salle, il y a sans doute beaucoup de personnes qui sont ici parce que ce chemin les intéresse. Quels pourraient être vos conseils pour ceux qui sont sur la route? Déjà, mon premier conseil, ce serait de dire n'hésitez pas et faites-le. Il y a pas mal de dirigeants qui, depuis l'apparition de la loi Pacte, viennent me voir parce qu'ils s'interrogent, ils hésitent. Non, on va publier une raison d'être, c'est bien une raison d'être. Mais entreprise à mission, c'est trop compliqué, il faut créer un comité de mission, il y a un organisme tiers indépendant, tout ça, c'est compliqué. Mais non, il faut y aller. Vraiment. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur sincérité, radicalité. C'est en y allant, c'est en faisant les choses en grand qu'on fait des grandes choses. C'est en ayant de l'ambition qu'on réalise des choses qui sont chouettes. Et il faut y aller. Pourquoi? Parce que les résultats, encore une fois, en termes de performance et en termes de dynamique au sein de l'entreprise, sont juste extraordinaires. Donc déjà, pas d'hésitation à le faire. Et après, des conseils sur la manière de le faire. Là, moi, j'aurais bien du mal à le faire. Mais en tout cas, faites-le sans retenue, j'allais dire. Et ça ne peut fonctionner que si on le fait sans retenue. Avec aussi cette grande cohérence dont vous avez déjà parlé. Et avec nécessairement cette grande cohérence, ça ne peut s'inscrire que dans un modèle économique qui est cohérent entre l'engagement des collaborateurs, l'engagement évidemment des clients et l'engagement de l'entreprise. Pascal, merci beaucoup. Thierry, je pense qu'il est l'heure de passer aux questions-réponses. Oui, je vous invite en effet à rejoindre le salon tous les deux. On peut applaudir Pascal Demurger. Merci. Et Jean-Jacques.
Et Jean-Jacques Gressier. Alors nous sommes ensemble pour quelques petites minutes et je vais me faire le porte-parole de tous nos invités qui sont ici sur place au Château Forme Georges V et ceux qui nous suivent en direct depuis Zoom. Et je vous remercie pour vos questions. Et donc je vais les poser à Pascal Demurger. Alors Pascal Demurger, il y a une première question de Pascal Gauthier qui vous demande: est-ce que vous déclinez cette politique vers vos fournisseurs et pouvez-vous nous donner des exemples? Oui, on la décline effectivement vers nos fournisseurs. On a aujourd'hui à peu près 400 de nos fournisseurs qu'on a screenés en quelque sorte pour voir quelles étaient leurs politiques sociales, leurs politiques en matière d'environnement, etc. Évidemment, dans un premier temps, on cherche à les accompagner pour voir avec eux comment, sur tel ou tel item, ils pourraient progresser. Mais bien sûr, aussi, dans un second temps, ça peut aller jusqu'à dire non, on arrête de bosser avec vous parce que vous ne répondez pas aux critères que l'on a fixés. Ça fait partie de la cohérence d'ensemble. On doit évidemment agir sur sa propre activité. On doit aussi aider son environnement à agir dans le même sens. De la même manière, j'ai parlé tout à l'heure de notre activité d'investisseur et on n'investit pas dans n'importe quelle entreprise. De la même manière, on est assureur d'entreprise aussi, pas seulement assureur de particuliers. On n'assure pas n'importe quelle entreprise. On choisit les entreprises dans lesquelles, que l'on accepte d'assurer en fonction précisément de leur niveau d'engagement. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que vous pouvez participer par le bouton Q&R qui se trouve sur votre application Zoom pour celles et ceux qui sont dans la salle ou même à distance. Il y a une autre question que je vais vous poser. Pascal Demurger, avez-vous créé une direction spéciale pour conduire cette raison d'être? Qui en sont les membres? Des dirigeants, des conseillers de clientèle? Alors, effectivement, j'ai créé une direction. Il y a un poste de Chief Mission Officer, en quelque sorte, de patron de la mission, qui a une équipe, une équipe d'une petite dizaine de personnes. Et son rôle, c'est quoi, au fond? Son rôle, c'est d'aider les différentes directions, les différents services de l'entreprise à penser différemment l'exécution de leur métier. Comment, dans mon métier, moi je suis, je sais pas quoi, patron des services généraux. J'ai la restauration, tout l'immobilier d'exploitation, les espaces verts, etc., etc. Comment, dans mes différents métiers, je peux faire en sorte d'avoir un impact positif? Dans la restauration, ça veut dire des circuits courts, ça veut dire du bio, etc. Sur l'immobilier d'exploitation, ça veut dire exclusivement de l'électricité verte, ça veut dire recycler la chaleur des serveurs pour chauffer le siège social, ça veut dire, bref, plein de choses, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ce Chief Mission Officer, il est là pour aider chacun à pivoter dans sa manière de faire, à faire émerger les idées, à aller chercher des idées à l'extérieur pour les ramener en interne, etc. Et puis, il est là ensuite pour mesurer finalement deux choses. D'abord, mesurer notre impact. Par exemple, on va mesurer ce qu'on appelle la température de notre portefeuille d'investissement. Je l'ai dit tout à l'heure, on a quelques dizaines de milliards investis dans l'économie. On est capable aujourd'hui, avec des organismes extérieurs, de mesurer l'effet de nos investissements sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'on est dans la lignée des accords de Paris, 1,5, ou est-ce que l'on est au-dessus? On essaye évidemment d'être dans la ligne des accords de Paris. On peut même mesurer la température de l'entreprise elle-même. Qu'est-ce que mon activité génère comme impact sur le changement climatique? Et se donner bien sûr des objectifs un peu ambitieux. Donc il va mesurer l'impact. Et puis, il va mesurer, et ça c'est encore plus compliqué, la relation, essayer d'objectiver
la relation entre les engagements que l'on prend, les réalisations que l'on fait et la performance de l'entreprise. Un exemple tout bête, on parle ici beaucoup, bien sûr, Académie des services, on parle beaucoup de relations clients. Un exemple tout bête. Nous, quand un client se présente, nos conseillers, qui ne sont pas du tout commissionnés, qui ne sont pas du tout intéressés aux ventes qu'ils réalisent, ils ont un fixe, point barre, vont essayer, on leur demande, de conseiller les clients ou les futurs clients en fonction de leur intérêt, de l'intérêt du client, pas de l'intérêt de l'entreprise. Et donc, on va leur dire, non, ne prenez pas ce truc, ça ne sert à rien pour vous, ou prenez celui-là, c'est moins cher et ce sera très bien. Ou un conseiller est capable de rappeler un client en lui disant, tiens, j'ai fait un bilan de votre situation d'assurance, vous devriez résilier tel contrat parce qu'il est devenu inutile, ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine que vous payiez pour rien, etc. Tout ça, évidemment, ça a un coût. Tout ça, ça a un énorme bénéfice, c'est que bien sûr on génère de la satisfaction et donc on génère de la fidélité. Et c'est autant de clients en moins, de nouveaux clients en moins à aller chercher pour assurer un niveau donné de développement. Vu les coûts d'acquisition de nouveaux clients dans le monde de l'assurance, c'est en réalité extrêmement rentable. Ça se modélise. C'est typiquement le genre de choses qu'on va essayer de modéliser. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une question de Valérie qui a un point commun avec vous. C'est qu'elle travaille dans une entreprise dont le logo a aussi un triangle, mais son triangle est vert. Vous avez peut-être deviné. Donc Valérie, pardon pour cette petite blague si vous êtes ici, Valérie vous dit bonjour et un grand merci. Elle vous pose la question suivante. Quel lien faites-vous entre culture client et RSE? Alors, il y a déjà un lien évident, gigantesque, entre attraction de la marque et RSE. Et pour moi, ce sujet d'engagement, il est aussi un sujet stratégique et quasiment de pérennité de l'entreprise. Dans le monde de l'assurance, mais c'est vrai dans plein de secteurs, si demain mes concurrents s'appellent Google, Amazon ou Alibaba, ça va devenir compliqué quand même. Ils ont une puissance commerciale, une puissance financière, et une capacité d'ailleurs de captation et de traitement de la data qui font que s'ils se lancent, ce qui sera le cas un jour, dans l'assurance du particulier sur les marchés européens, on n'est pas très bien. Comment je peux résister, moi, face à des géants comme ça? C'est juste impossible sur les bases classiques, j'allais dire, de la concurrence. Ils peuvent faire une guerre tarifaire, ils ont les reins assez solides pour faire une guerre tarifaire pendant des années, etc. Je pense que ma seule chance, en vrai, de pouvoir résister, c'est de faire le pari que je crois gagnant, que demain, il y aura une proportion de Français suffisamment concernés par ces sujets d'impact, ces sujets d'environnement, ces sujets tout simplement d'avenir, à la fois de la planète, mais aussi de notre société, et suffisamment conscients que si les entreprises ne s'engagent pas, on va dans le mur, pour choisir tout simplement dans leur consommation des entreprises qui sont réellement engagées, qui le sont de manière sincère et qui le sont de manière suffisamment ancienne pour que l'on y croit. Donc oui, il y a un sujet, il y a un lien évident entre l'engagement de l'entreprise et son image de marque. Après, et vous le savez infiniment mieux que moi, la question de la relation client, c'est d'abord et avant tout, c'est pas une question technique, c'est une question culturelle. La relation client, c'est très principalement un sujet culturel. Et c'est un sujet culturel que l'on nourrit par deux choses, la symétrie des attentions, et donc quelle culture je développe en interne pour avoir quel type de relation client. Et ce sera hyper dépendant. On n'a pas à la Sécu la même relation client ou dans telle ou telle administration la même relation client que dans telle ou telle entreprise. Tout ça est complètement dépendant de la manière dont les gens vivent en interne de l'entreprise et la culture que l'on y développe. Et puis, bien sûr, cette question de l'engagement, ça va créer là aussi une communauté de pensée, une communauté de croyance, une communauté d'engagement qui va modifier assez profondément la manière d'être des gens en interne et donc la nature de la relation client.
Merci beaucoup pour cette réponse. Et Valérie nous confirme qu'elle est bien avec nous ici, physiquement, au Château Forme Georges V. Et je la salue. Amandine voudrait poser une question un peu sur le planning. Est-ce qu'il est possible de rappeler à partir de quand cela a été mis en place à la Maïf, le démarrage du projet d'entreprise à mission alors, les réponses se trouvent dans le manifeste, mais peut-être que vous pourriez nous donner quelques grandes dates. C'est difficile parce que c'est un continuum en réalité. D'abord, je l'ai dit, depuis 1934, création de la Maïf, il y a une forme d'engagement un peu permanent de l'entreprise. Tout ça a été très profondément revisité depuis une dizaine d'années. J'ai parlé de la révolution managériale et donc culturelle, qui était une forme de préalable indispensable à la systématisation de notre engagement extérieur sur le social ou l'environnemental. Cette systématisation de l'engagement, c'est un sujet maintenant qui a 7-8 ans chez nous. Et la transformation en société à mission, ça a été simplement... c'est intéressant d'ailleurs. On pose souvent la question de savoir, mais au fond, est-ce que le fait de devenir société à mission a changé quelque chose pour vous ? Et à la fois, ça n'a rien changé, parce qu'on voit bien que c'est l'aboutissement, ou en tout cas une étape d'un processus beaucoup plus long, et on n'a pas attendu d'être société à mission pour prendre des engagements et avoir des actions concrètes et réelles. Et en même temps, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de devenir société à mission, d'une certaine manière, on affiche au vaste monde notre volonté de conserver durablement ces engagements. Et donc ça change à la fois la perception que les gens ont de nous, mais aussi notre propre vision et la vision du corps social en interne sur cette question des engagements. Et ça, c'est récent pour le coup, puisque la loi Pacte, on le sait, qui a créé le statut de société à mission, elle date de juin 2019 ou mai 2019. Et nous, c'est en 2020 que l'on est devenu société à mission. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question. Alors, peut-être qu'on se la pose, et je l'ai lu ici ou là, évidemment, et c'est naturel de douter de ce grand mouvement. Une question que je vais vous lire tout de suite à propos du greenwashing. Comment éviter le greenwashing en mettant en place sa stratégie RSE? Alors, il y a aussi j'ai lu, alors je poursuis en fait cette question. On parle aussi maintenant de mission washing, mais en tout cas, comment éviter le greenwashing en mettant en place sa stratégie RSE? Alors c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. On voit bien. Moi, je ne connais pas d'entreprise. Je ne sais pas vous. Je ne connais pas de grande entreprise qui n'ait pas une raison d'être absolument magnifique, une communication sur ses engagements et qui prenne pas 2-3 exemples ici ou là pour montrer qu'elle est plus verte que verte ou plus sociale que quiconque. Évidemment, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que il y a une attente chez les consommateurs aujourd'hui. Une attente, en effet, d'engagement des entreprises. Et cette attente, elle est trompée par cette communication, qui est, de fait, une communication trompeuse par ce green ou ce mission washing. Comment peut-on lutter là-dessus ? Il y a une manière, une seule, je crois, et je pense qu'on est en train d'avancer sur ce sujet. C'est la question, alors c'est un peu technique, j'en suis désolé, c'est la question de l'information extra-financière des entreprises. Aujourd'hui, il y a un système comptable qui donne, et ça fait des décennies que ça existe, qui donne une image extrêmement fidèle de la situation patrimoniale et financière d'une entreprise. Demain, il est impératif qu'il y ait, au même niveau d'exigence, avec le même niveau de normalisation, de standardisation, une image fidèle extra-financière des conséquences, en quelque sorte, extra-financières de l'activité de l'entreprise. Sur, d'ailleurs, les 3 domaines ESG, sur l'environnement, sur le social, sur la gouvernance et la manière dont les choses se passent en interne de l'entreprise. On est en train d'avancer là-dessus. Il y a un projet, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais un projet de directive qui va être discuté au Parlement européen prochainement, qui s'appelle CSRD, pour précisément imposer à peu près 50 000 entreprises en Europe le fait d'être soumises à cette exigence d'information extra-financière.
Il y a peu importe l'association IFRS qui détermine les normes comptables internationales pour les grandes entreprises, qui travaillent également sur le sujet. C'est en tout cas l'étape préalable, indispensable, pour avoir une représentation juste de la réalité dont les choses se passent dans l'entreprise. Est-ce que oui, il y a un impact, la recherche d'un impact environnemental réel, ou est-ce que non, je continue à polluer comme avant, etc., etc. Et ça n'est que sur la base de cette information standardisée, auditée, normalisée, que l'on pourra avoir demain tout simplement une espèce d'impact score. Comme on a aujourd'hui un Nutri-Score pour les produits alimentaires. Et aujourd'hui, avec ce Nutri-Score, je sais d'un seul coup d'œil, d'ailleurs j'ai même vu des pubs de marques qui valorisent leur bon Nutri-Score dans leur communication commerciale. Nutri-Score, je sais si je suis A, B, C, D, E. Et moi, en tant que consommateur, voilà, je vais orienter ma consommation en fonction du score. Demain, il y aura, j'en suis certain, un impact score mesurant tout simplement le comportement de l'entreprise sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser la parole à Jean-Jacques pour les quelques secondes de merci conclusion. Pascal Demurger pour ce témoignage sincère, engagé, à la fois dans l'échange que nous avons eu, puis aussi dans toutes les questions auxquelles vous avez répondu avec beaucoup de clarté. Vraiment, merci d'avoir ouvert notre colloque sur les entreprises à mission avec une telle intervention. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'applaudir Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, et Jean-Jacques Gressier, leader au service de l'équipe de l'Académie du Service.